Donc bonjour à tous et bienvenue pour cette première conférence de la journée de dimanche, de la deuxième et dernière journée de Virtual Livre. Aujourd'hui, thématique un peu spéciale, la place de l'horreur dans les mondes imaginaires. Les conférenciers présents aujourd'hui, ce seront Christophe Évrard et Elfidil. Bonjour à vous. Bonjour, Salut. bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas? Est-ce que je fais honneur aux dames, Marie? Si tu veux, c'est bon. J'ai sorti la guêpe, c'est bon, je suis prête. Donc, c'est bon. Donc, est-ce qu'il y a besoin de mettre un petit visuel ou pas pour illustrer un peu On a Oui. mis Il y a un un truc salon visuel. visuel conférencier qui est disponible en haut. Tu cliques et tu postes dessus. Il y a les permissions. pour pas ça, je vais quand même peut-être vous mettre mon site, comme ça, si les gens... D'accord. Donc, Elfidil, je suis comment illustratrice, donc indé. Et j'ai sorti mon premier bouquin il n'y a pas très longtemps en fait. D'accord. Donc en décembre dernier, quand ça a commencé. Et la particularité de mon univers, c'est que c'est, comment dire, c'est pas de la dark fantasy classique, parce que je m'inspire des univers du folklore, pour faire rapide. Tu as des petits bugs techniques, c'est normal? Des petits bugs de... Ouais, des Ton bugs de son est réception. dégueu, en fait, pour parler franchement. Non, pas à ce point-là, mais il y a Attendez. des petites altérations. Si je fais comme ça, est-ce que le son est meilleur? Un petit peu, ouais. Tu es sur ton portable? Oui, parce que sur mon ordinateur, je peux vous entendre, mais vous pouvez pas m'entendre. Ah, d'accord. Bon, on va faire avec. Écoute. Du coup, Après, ouais, je donc... peux laisser le portable de sortie, parce que là, il est dans ma poche. Ok. C'est Bon, peut-être écoute, mieux. on va faire avec. Du coup, tu as sorti ton premier bouquin récemment, c'est ça? C'est ça, en décembre dernier. Mm. Et je me suis inspirée du folklore amérindien pour développer un univers de dark fantasy. Et donc, c'est le premier tome d'une double trilogie. Bien. Donc, et le deuxième, il est en cours d'écriture. Et autre particularité, bon, c'est la même particularité que Christopher, c'est comment j'ai fait des illustrations. En tout cas, dedans, ce sont mes propres illustrations que j'ai mis. Et donc, au cours du roman, de temps en temps, il y a des petites illus qui pop. Il n'y a que la couverture que j'ai pas faite sur mon bouquin. D'accord. Voilà. Très bien. Et donc, j'ai mis le lien de mon site. Et dessus, pour ceux que ça intéresse, il y a des extraits des, je sais plus, 4 premiers chapitres, je crois que j'ai mis, du bouquin. Et il y a également des nouvelles que j'ai écrites qui mettent un petit peu en avant, qui présentent les deux extrêmes de mon univers. Je fais vraiment le côté le plus, on va dire, plus doux et le côté un petit peu plus bourrin qu'on peut trouver dans l'univers. Voilà. Du coup, je vais peut-être te mute serveur parce que, enfin, si, ok, non, c'est bon, parfait. Non, pas le casque. Non, pas le casque, juste le micro, Lala. Y a pas de problème. Tu as un micro juste à côté du casque, ça te sert pour juste couper ton micro. D'accord. Bon, je vais le faire moi-même, t'inquiète. Voilà, désolé. Du coup, Christophe, excuse-moi, à toi. Oui, donc moi c'est Christopher Évrard avec un petit air de fin que tu as zappé. Ah, Mais c'est pas grave, écoute c'est pas grave. C'était C'est pas pas grave. dans le programme pour ma défense. C'est pas grave. Et du coup, moi aussi, j'écris des bouquins. Donc, j'ai écrit les 2 premiers tomes de ma saga de romans qui s'appelle Les Royaumes démoniaques. Et c'est une saga de livres que je vais écrire toute ma vie, en fait. C'est-à-dire que je vais jamais arrêter. J'ai une saga en cours et je vais faire d'autres livres, d'autres machins. Je vais continuer à écrire là-dessus non-stop. Et ce qui m'intéressait, moi, dans l'écriture et dans tout ce dont j'aborde dans mes livres, c'était l'aspect un petit peu plus rude de l'existence. Donc, comment réussir à se dépasser, comment réussir à survivre à des situations extrêmement difficiles, extrêmement moches, pour parler franchement, parce que la vie, des fois, est moche. Et c'est pour ça qu'avec Marie, on avait proposé cette thématique-là pour la conférence. D'accord. Du coup, bon, première question auquel vous avez partiellement répondu, mais je vous la pose quand même si jamais vous avez envie de développer. Quelle est votre expérience dans le domaine de l'horreur et de l'imaginaire?
Alors, je commence, Marie? Ouais, vas-y, puis je compléterai D'accord. avec que je peux connaître. Bah, moi, en fait, honnêtement, c'est venu à... Enfin, ça dépend. On peut prendre plusieurs points de vue. Soit j'ai connu ça depuis tout petit, soit bah, c'est arrivé très très tard, où là, je me suis intéressé vraiment à des choses plus spécifiques, comme par exemple l'univers de Warhammer, comme pas mal de gens connaissent. On va mettre de temps en temps des images dans le channel visuel, comme ça vous pourrez voir. J'ai notamment montré un peu c'est quoi Warhammer. Mais déjà tout petit, je veux dire, moi j'étais notamment passionné par le manga Dragon Ball. Alors certes, ce n'est pas de l'horreur, mais il y a quand même des choses qui se passent dedans qui sont assez atroces, assez horrifiques dans le sens psychologique du terme. Comme par exemple, pour ceux qui connaissent, quand Freezer détruit la planète des Saiyans, bah, c'est quand même un moment extrêmement important, c'est quand même toute une civilisation qui est détruite. Et de base, les Saiyans ne sont pas forcément non plus des gens tout gentils, c'est quand même un peu des, des mercenaires de planètes, enfin voilà, ils vendent des planètes quasiment. Donc voilà, l'horreur, le côté un petit peu sombre, un petit peu... voilà, c'est pas forcément des choses gentilles et agréables qui se passent. Moi, personnellement, j'ai toujours été dedans. Et avec le temps, ben, je me suis un petit peu plus spécialisé, j'ai un petit peu plus aiguisé mes connaissances et comment est-ce qu'on peut jouer avec ces choses-là. Et il y a quand même une chose que j'ai appris qui est extrêmement vraie, c'est Lovecraft qui disait ça, c'est que la peur est une émotion primaire de l'homme, mais la plus puissante des peurs, ça reste la peur de l'inconnu. Hmm. Voilà. D'accord. C'est beau quand tu parles. Est-ce que Merci. Marie, est-ce que tu as besoin de compléter? Bah moi, en fait, c'est pas du tout les mêmes origines, on va dire, parce que déjà, de base, il faut savoir que je n'aime ni les jeux vidéo d'horreur, ni les films d'horreur. Je déteste ça. Par contre, parce que littérature, ça me dérange moins. Et je suis plus, c'est plus au point de vue des créatures, après, que j'aime bien. Par exemple, Princesse Mononoke, il y a un petit peu d'horreur dedans quand on y pense, et c'est un de mes animés préférés. Enfin, des animés. C'est un animé quand même. Et c'est plus dans ce genre d'univers que je pars. Parce que vraiment, tout ce qui est film d'horreur, jeu d'horreur, c'est pas, c'est pas du tout mon truc. Et pourtant, j'en fais quand même dans mon roman. Bah, comme a dit il n'y a pas très longtemps quelqu'un qui discutait sur Twitter, c'est j'aime pas avoir peur, mais j'aime bien faire peur. C'est pas très gentil, je sais, mais par contre, j'aime toujours les ambiances très très sombres. C'est plus pareil, plus dans la psychologie en fait. La psychologie des personnages un petit peu torturés, où tu peux facilement partir dans l'horreur, un peu comme j'ai fait dans mon roman avec un Wendigo c'est particulier, manipulateur, on va dire. D'accord. Deuxième question, quelle est votre vision? Enfin, une autre question que je voudrais poser du coup, c'est quelle est votre vision de l'horreur et de l'imaginaire en termes de création d'univers? Allez, à ton tour, Marie, je te laisse commencer. Moi, je spamme des images. Je vois ça. Donc, tu peux redire la question, j'ai pas tout. Ça a coupé un moment. D'accord. Quelle est ta vision de l'horreur et de l'imaginaire en termes de création d'univers? Bon, je crois que ça a coupé, mais d'autres endroits, donc ça va, j'ai compris la question. Donc, pour l'horreur dans l'imaginaire, je trouve que c'est plutôt pas mal pour explorer pas mal pour explorer les émotions humaines et tout ça. Ça permet d'ouvrir plus de portes que d'avoir un truc, on va dire, dans le monde réel. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, si on entend surtout. Ouais, ça on entend. Non, j'avais cru que parce que des fois mon téléphone ça coupe, je préfère vous prévenir. Ouais. Donc ça permet de développer. Là par contre ça coupe un peu. Là par contre ça coupe un peu. Et là c'est mieux. C'est mieux, ouais. Est-ce que tu me hâtes? Enfin, Tinéris. Mais j'ai un humour de merde aussi, hein, faut pas relever. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, que ça permet d'explorer un petit peu plus les émotions. Ça, en tout cas, c'est ce que j'essaie moi de développer dans mon univers, ce qui fait que grâce à une créature, on peut pousser les personnages à aller dans leurs limites. Bah, ce que fait aussi un peu Christopher dans les royaumes démoniaques, en fait. C'est avec des trucs qui sortent totalement de l'ordinaire, on peut leur permettre d'être, je sais pas,
soit des grosses flippettes, soit vraiment des personnes qui se bougent un petit peu et qui se disent bah, de toute façon c'est pas naturel, mais j'ai pas le choix, peut-être falloir que je me bouge quoi. Pour moi en tout cas, ça te permet surtout ça. Puis après de faire voyager un petit peu aussi les gens, de créer des univers particuliers plus ou moins glauques. Par exemple, quand on a le mythe de Cthulhu ou De Cthulhu. de Cthulhu, pardon, tout ce qui est Lovecraft, tout ce qui est même aussi dans la sculpture. Je vais essayer de vous trouver les images. Du coup, Le c'est sculpteur. Du coup, c'est faire voyager tout en permettant une catharsis par l'horreur, si j'ai bien compris. C'est ça. Par exemple, moi, ce que j'aime bien aussi, pas que dans la littérature, il y a. Je crois que c'est Giger que ça se dit. Giger. Ah, Giger. Giger qui fait des. Je sais pas, de trouver une. Non, ça, je m'occupe de ça, Marie, parce que avec ton téléphone, ça va être la merde. Ok. C'est celui qui a non, fait. je suis sur l'ordinateur et le téléphone en même temps. Celui qui a fait Alien et qui devait bosser sur le Dune de Jodorowsky. C'est ça. Qui aurait fait déjà un super Dune avec les graphismes et les recherches qu'il a fait. Donc ça, par exemple, c'est pas de la littérature, mais... Faut savoir que Giger, il n'a pas fait que Alien. Hein. Au départ, c'est un artiste freelance. Il a fait d'autres choses. Il y a un musée à sa gloire, pour parler franchement, qui est même à la ville de Gruyère. Ça s'invente pas. Et il y a un bar et tout, et c'est magnifique, quoi. D'ailleurs, dans le documentaire Jodorowsky's Dune, c'était Jodorowsky qui avait expliqué que c'est Salvador Dali qui avait présenté un fascicule qui contenait des illustrations de Giger à l'époque où il bossait en freelance en disant ce garçon est talentueux. C'est comme ça que ça démarrait. Et puis il a fait notamment le pied de micro de Jonathan Davis de Korn. Oui, là tu touches à ma sensibilité. Ouais, je sais, ça fait exprès. Mais ouais, déjà avec lui, par exemple, il a créé tout un univers quand on voit un truc. Après, moi, je suis aussi j'ai fait des études dans le cinéma d'animation et le jeu vidéo, donc forcément, j'ai vu ça. Mais quand on voit ça, c'est un univers totalement créé de A à Z. C'est du Giger, quoi. On peut pas dire que c'est même plus un univers là, c'est une patte. Il a inventé un style à part entière, quoi. Il y avait avant Giger et il y a après Giger, quoi. Giger avait Jodorowsky avait même dit à Giger, j'ai besoin de vous qui allez chercher votre art dans les profondeurs de l'âme. Oui. En tout cas, ouais, ça c'est... Bon, tu vois, j'en ai posté quelques-uns, je pense que j'essaie de trouver les bébés. Essaye d'être pas trop not safe for work. Est-ce que tu as besoin de rajouter autre chose à ta réponse, Elfidil, ou... Non, parce que pour moi, c'est vraiment, ça te permet de se lâcher dans les créations d'univers et dans le ressenti des personnages. C'est vraiment ça, moi. Après, il y a toujours des petits trucs à côté, mais c'est... Christopher, tu as une réponse différente ou tu la rejoins? Alors, je rejoins, mais je précise, c'est que l'avantage des mondes imaginaires, et ce qui est quand même la base du sujet de cette petite rencontre, c'est qu'on peut tout créer. On peut tout inventer. On peut partir d'influences de base, comme par exemple pas mal de romans font actuellement. C'est bon ben voilà, c'est Jean-Kévin, puis un jour il lui arrive un truc, et puis il est téléporté dans un autre monde, que ce soit science-fiction ou que ce soit fantasy ou autre. Ça a d'ailleurs un nom, ça, dans le monde des mangas, ça s'appelle un isekai. Et on peut tout faire. Tu peux partir d'une base, tu peux tout créer. Marie et moi, on a plutôt fait l'approche, on se connaît quand même bien, et voilà, on a un peu démarré en même temps, et on est devenus potes comme ça. J'ai d'ailleurs interviewé sur ma chaîne YouTube si vous voulez aller écouter. On a pris plus le pli de créer tout à partir de rien, on va dire. On a vraiment créé un monde, genre voilà, pâte à modeler, et on a tout fait. Et l'avantage des mondes imaginaires, c'est qu'on peut inventer n'importe quelle histoire avec n'importe quels éléments. Par exemple, on peut dire, eh ben, en fait, moi, mon monde imaginaire, c'est l'histoire d'un nuage et d'une licorne, et puis ils tombent amoureux, et quand ils font l'amour, c'est pour ça qu'il y a de la pluie. Non, j'exagère, mais c'est ça l'idée, c'est qu'on peut tout faire. On peut tout faire. Surtout avec les licornes. Et moi, ce qui m'intéresse, de par mon vécu en partie aussi, et parce que j'ai une imagination assez forte quand même, c'est de faire vivre des choses intenses. Quelle meilleure façon de faire vivre des choses intenses que par des émotions fortes, de l'horreur, de la terreur, et aussi tout ce qui va avec. C'est-à-dire que
quand on vit des choses difficiles dans la vie, tu peux aussi te surpasser. Tu peux aussi réfléchir à c'est quoi le courage, comment est-ce qu'on développe une volonté, comment est-ce qu'on peut s'améliorer, comment est-ce qu'on peut, d'un petit gamin peureux, devenir un badass avec une épée et tout ça. Et l'horreur permet d'avoir un outil, enfin c'est même plus un outil, c'est carrément la méga pince qui coupe les boulons de bateau, tu vois. Tu peux tout faire avec ça, quoi. Et tu peux créer des scènes d'une grande intensité, faire voyager, faire rêver, faire ressentir. Enfin, rien qu'avec les quelques images là qu'on a postées dans le petit truc de conférence, je pense que si vous ne connaissiez pas, je pense que voilà, c'est quelque chose que vous allez vous dire, wow, la vache, qu'est-ce que c'est ce truc? Enfin, tu vois, c'est pas banal, quoi. Bon, après, on va peut-être parler de ça plus tard dans la conférence, mais il y a aussi les effets pervers avec la surenchère, etc. Mais voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse dans cette approche de l'art que moi j'ai, via l'horreur et compagnie. Parce que l'horreur, en parenthèse, c'est aussi un terme très très large, hein. C'est pas uniquement Frederick Krueger, c'est pas uniquement Giger avec des os et des bébés déformés, hein. C'est plus large que ça. Voilà, c'est de faire vivre des choses uniques, extrêmement fortes. D'ailleurs, Christopher, tu parlais à un moment de Lovecraft, et tu parlais du coup de la peur de l'inconnu qu'il Oui. évoquait. Mais du coup, comment expliquer que les deux thèmes se concilient aussi bien? Comment comment créer une peur de l'inconnu dans un monde dont les structures est de base déjà l'inconnu, l'imaginaire? Comment les Euh, deux thèmes se concilient aussi bien? Ben justement, par évidence, c'est que tu vas découvrir un monde plus ou moins en même temps que l'auteur veut bien te le faire découvrir. Donc tu Hmm. peux faire la technique de J.J. Abrams. Bon, il abuse un peu de ça, mais c'est un autre débat. C'est la boîte magique que tu sais pas ce qu'il y a dedans. D'accord. C'est la boîte où tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Elle est forcément plus intéressante et plus intrigante que ce que tu connais. Et donc, main dans la main avec ce que tu racontes, avec l'univers que tu développes, tu vas, en même temps que tu crées ton art et livres l'histoire au lecteur ou au spectateur qui regarde le film, lui instiguer la peur. Tu vas dire, tu vois là, les espèces de poulpes géants de Cthulhu, tu sais pas ce que c'est, hein. Qu'est-ce que tu ressentirais si je te disais qu'en fait, ce machin-là, il a 40 milliards d'années et qu'il y a une phrase connue qui dit n'est pas mort ce qui a jamais d'or. Et toi, t'as le gars qui est là. Oui, monsieur. Tu vois, de base, ça touche à notre humanité. C'est pour ça qu'il y a des discriminations partout dans le monde. C'est parce que, voilà, on ne sait pas quoi faire de la différence. Mais C'est, après, c'est surtout dans le fantastique. Cthulhu, c'est un sorte de fantastique, c'est-à-dire c'est une situation normale où il y a quelque chose d'inconnu qui survient et c'est un peu ça qui crée la peur. Mais dans un monde imaginaire, comment on crée de la peur dans un monde qui de base est imaginaire, qui est totalement créé de toutes pièces? alors là, ça, c'est l'art c'est là que vient le talent de l'auteur et du créateur du concept de créer des règles. Parce que, justement, je vois la pertinence de ta question, c'est que Hmm, il faut jouer sur les règles. Il faut dire, d'accord. voilà, mon monde, il est comme ça. Il y a des magiciens, il y a des pégases, il y a des griffons, il y a des dragons. Mais il y a ce machin-là, tu vois, qui est dangereux. Et puis là, avec ta compétence, tu dois petit à petit instiguer une crainte. De dire, voilà, là, il y a un enjeu. Là, c'est super important qu'on puisse se protéger de ça. Ou ce truc-là a été enfermé il y a des millions d'années pour une raison bien précise. Et tu vas construire des règles autour de ça, en fait. D'accord. Mais vas-y, Marie, parle, parce que je suis en mode Oui. monologue. Non, mais c'est parce que je suis d'accord avec ça. Après, il n'y a pas forcément tout ce qui est créature, même si moi perso c'est ce que j'utilise. Il y a même comment jouer avec la psychologie des personnages. Bon, ça c'est ce que j'aime beaucoup faire. J'aime beaucoup faire des ambiances un peu malsaines. Très malsaines même des fois. Je suis peut-être un peu loin là. Un peu fort, ouais. Non, c'est une de mes bêta lectrices qui m'a dit ça, que j'étais douée pour le malsain. Mais justement, avec ça, en mettant une ambiance malsaine, ça peut créer de l'horreur. En fait, si la personne arrive à se mettre à la place du personnage, c'est... Par exemple, on sait que la créature, par exemple, ou même la situation n'est pas forcément dangereuse, mais comme disait Christopher, si on joue bien avec les codes et qu'on met de la surenchère dans le juste mieux, il ne faut pas non plus en rajouter des tonnes, parce que sinon ça tombe à l'eau.
on rajoute des petites doses par petites doses, même tout au long du récit, au bout d'un moment, si on s'attache assez au personnage, le lecteur aussi il commence à flipper et se dit bah, est-ce qu'il va réussir vraiment à passer, surtout quand on est des auteurs sadiques, il se demande est-ce que le personnage va réussir à passer sans perdre un bras ou plus. Donc il y a plein de façons de faire et c'est ça qui est cool en fait. Ouais, et Donc, puis vous faites tu peux simplement aussi faire des trucs relationnels avec les gens, tu vois, genre, enfin, je spoil pas un Marie, mais c'est vrai que toi, tu as fait ça une fois ou deux, tu m'as dit. Tu peux, par exemple, suivre l'histoire d'un personnage, bon, parfois c'est un peu simple, mais, et puis dire à la fin de l'histoire, non, mais en fait, tu es issu de l'union de deux frères dans une inceste, machin, bidule, pour garder le sang pur, enfin, c'est assez, c'est assez sale, quoi, c'est un peu horrifique, quoi. oui, bah, ça, oui, donc voilà, c'est L'horreur, tu peux faire ça sur n'importe quel aspect, comme tu l'as dit, Marie, il n'y a pas que les créatures, il y a aussi juste l'ambiance. Créer une ambiance extrêmement dure, et c'est même ça, en fait, qui est l'essence de l'horreur, de la peur, du côté dérangeant, c'est créer une ambiance. Par exemple, est-ce que vous saviez, et d'ailleurs Alien le fait très très bien de Giger, que l'un des moyens les plus simples de créer un sentiment dérangeant et assez, voilà, assez malaisant, qu'on se dit putain, il y a un truc qui va pas, dans le cinéma, c'est simplement de débuler un plan de caméra. Ça veut dire qu'en fait, il est pas tout à fait droit, il est un peu sous le côté ou quoi aux caisses, enfin, comme la bulle qu'on met pour faire des briques, etc. Ben voilà, ça crée instinctivement un sentiment dérangeant. donc, des fois, ça, ils l'abusent un peu trop. On leur dit que le plan de caméra, on n'est pas obligé de l'incliner totalement. Après, ils ont un bout. Oui, Il y a- bien sûr. Mais il y a il y a- aussi, il y a aussi le son. C'est un peu différent pour le jeu vidéo et les films. Les sons peuvent changer, même des fois, c'est juste subtil. On le perçoit pas vraiment, mais juste entendre le petite note derrière, c'est oula, qu'est-ce qui se passe? Alors qu'en fait, il se passe rien à l'écran, il se Oui, passe rien. et il y a un Ouais, très bon exemple que, excuse-moi Taiki, hein. Je réagis parce qu'en plus là j'ai une bonne image que d'ailleurs tu as vu tout à l'heure, c'est tout le monde connaît le film Jurassic Park. Ben enfin c'est pas un film d'horreur, mais la scène que j'ai mise là, donc quand le T-Rex sort de son enclos, etc. Mais ça, enfin quand on a vu ça à l'époque en 93, 93 pour camarades français, ah, c'est quand même impressionnant. T'es quand même devant ton siège en mode, c'est et ça, c'est pas forcément juste à cause du dinosaure, qui est déjà impressionnant. C'est la pluie, c'est le côté sale de la boue là sur le sol, c'est voilà, les plans de caméra, comment ils sont faits, c'est les gamins qui crient, enfin, c'est avec le fameux verre avec la petite, la petite vague d'eau là, boum. Enfin, c'est toute une ambiance qui a été mise en place. C'est pas juste, ah, je suis un dinosaure, j'ai faim. Non, c'est, voilà. Créer ça, C'est moi, c'est, c'est plus bonjour, j'arrive. ouais. Préparez vos anus, j'arrive. C'est ça, ouais. Le roi arrive. Mais pour la leçon, il y a aussi le fait de rajouter des sortes de dissonances aussi, peut-être rajouter des dissonances, des sons Oui. dits oppressants. Oui, c'est ça, ouais. Donc, quand dans je des disais tentatives. des sons. Parce que, par exemple, moi, je sais que je travaille beaucoup avec des playlists, en fait. Et ça m'aide donc à écrire. Et il y en a certaines qui sont. Bah, certaines personnes les trouvent bizarres et n'aiment pas forcément le son, ça les met mal à l'aise. Alors que moi, personnellement, j'adore, mais c'est comment ça m'aide à mieux écrire, quoi. Mais j'ai l'impression que des fois, la dissonance est beaucoup utilisée pas que dans l'horreur d'ailleurs, dans les moments où on doit créer un sentiment de malaise chez le spectateur. J'avais souvenir d'un film j'en parlais justement avec Christopher avant la conférence, qui s'appelait Irréversible de Gaspard Noé. Et en fait, il y a une scène de 20 minutes qui montre un viol, autant dire les choses. Et en fait, il y a une musique assez dissonante qui arrive à ce moment-là. Et moi, je n'ai jamais vu la scène, mais j'ai entendu la musique. Et rien que ça me mettait en mal à l'aise. Donc en fait, il y a aussi, selon comment on travaille le son, ça peut tout jouer, ça peut changer pas mal de choses. Ouais, et puis tu peux jouer sur les inverses aussi. Moi, je me souviens je recommence. Du dernier jeu Batman Arkham, je crois que c'était Arkham Knight qui s'appelait, où, bon, bah, spoiler, mais bon, voilà, c'est dans les premières secondes du jeu, bah, on apprend que le Joker est mort. Et en fait, son corps est brûlé. Donc, c'est voilà, une crémation. Et en fait, bonjour. Et en fait, c'est une musique un peu genre des années 20, quoi, genre I'm singing the rain. Enfin, c'est pas ça, hein, je sais pas, Ouais. mais c'est une ambiance qui est créée, en fait. C'est ça qui fait
L'horreur, ok, on peut sortir, enfin l'horreur, la terreur, la peur, tout machin, on peut sortir ce qu'on veut dans la démesure, comme H.R. Giger, comme Cthulhu avec un gros poulpe géant, ou des batailles. Mais tu vas fermer ta gueule, oui. Pardon. Ou alors des grosses batailles avec des nains et des space marines et des machins et tout ça. C'est avant tout une ambiance, c'est avant tout instiguer une atmosphère. C'est un truc vachement sympa à faire en plus. Mhm. J'adore faire ça. C'est toi qui étais plus amené à parler de ça, toi, Marie. C'était les peintures, Oui. avec notamment Chronos et tout ça. Ouais, il y avait celle-ci, je vous la retrouve. C'est bon, il y a différentes versions qui existent. Donc c'est le titre, c'est Chronos dévorant ses enfants, c'est sympa déjà. Moi, j'étais persuadé que le nom c'était Saturne dévorant un de ses fils. Mais ouais. En fait, Saturne et Chronos, c'est le même, Ouais. c'est le même personnage mais qui n'a pas le même nom. Et donc en Le fait, il y a jeu, deux c'est- versions. Il y a les versions de Benz. Rubens et de Goya. Ça, de Goya, ouais. J'essaie de trouver les bonnes versions, pas trop dégueu. Hop, et que je le mette bien dans le bon visuel, ça va pas le faire. Et donc ouais, bon, ça fait deux, c'est la même histoire avec deux ambiances différentes, on va dire, mais ça reste de l'horreur et ça, par contre, c'est toujours un truc qui reste, comment dire, La c'est deuxième des est histoires de dinosaure pour un mangaka. c'est des des histoires de l'Antiquité qui sont toujours d'actualité, on va dire. Pas d'actualité, c'est que ça intéresse toujours les gens d'avoir de l'horreur, que ce soit dans la peinture, dans la sculpture, dans Et le puis jeu c'est dans les vidéo. mythes aussi. Et ça aussi, c'est quelque chose que toi, tu es très familière avec ça. C'est comment les mythes peuvent influencer les civilisations humaines carrément, en fait. Et que tu as des choses qui restent à l'intérieur de soi. Enfin, je veux dire, là, on est en 2020. L'être humain, il existe depuis je sais pas combien de milliers, si pas centaines de milliers d'années. Je sais plus jusque quand remontent les premiers hommes. On a toujours peur du noir, quoi. Et puis après, il y a même toutes les créatures ou les trucs inexpliqués, genre les loups-garous, il y en a toujours, pas toujours, mais presque. Si, je crois que j'avais vu des peintures qui datent de je sais plus quelle année, mais des trucs vraiment très anciens où il y avait des hommes loups qui étaient dessus, mais quand ils expliquent pas, les gens ils disent bah c'est une créature, alors que non, il y a des explications scientifiques, mais dans tous les cas, il y aura forcément Ouais, et un puis, dérivé qui mène dans l'horreur et l'imaginaire. ouais, et puis t'as la religion. Déjà, t'as la religion que tu parles là avec les peintures, avec Chronos, mais t'as aussi le mythe de l'enfer, tu vois. Enfin, ça existait déjà encore avant avec les Égyptiens et tout ça, quoi. Enfin, c'est pas tout à fait l'enfer, on est d'accord, mais c'est le principe de la mort, c'est le principe de qu'est-ce qui nous arrive après, qu'est-ce qui se passe, etc. Est-ce qu'on va être, voilà, on va devenir une cible à fléchette pour des petits gobelins, ou est-ce que, voilà, quoi. J'essaie justement de trouver une peinture là-dessus. C'est laquelle? Ah bon, En, pareil, il y a deux. en fait, Vache. comme le disait Lovecraft, c'est que la peur de l'inconnu est extrêmement forte. Mais l'être humain, paradoxalement, il aime bien se faire peur, en fait. C'est ça aussi qui est très chelou. Oui. Il essaye de justifier des événements et des choses avec son cerveau en disant non, mais c'est pas une chauve-souris monstrueuse qui veut te manger, c'est juste le bruit du vent dans les arbres, etc. Et puis du coup, en fait, cette peur-là, vu qu'on a peur d'avoir peur, elle crée des mythes, des histoires, des légendes, des trucs comme ça. Ça Et va comme ça me fait penser ça à la paralysie du sommeil avec les incubes et les succubes. Ça vient de là en fait. Je sais pas si vous savez ce que c'est donc la paralysie du sommeil. Déjà de c'est base. le machin avec la bestiole qui. Enfin, t'imagines qu'il y a une bestiole sur ton ventre, là, qui s'assied C'est sur ça. toi. Ouais. T'as l'impression que la bestiole te fixe et de là ils ont tiré le mythe des succubes et des incubes. Donc les succubes c'est les femmes et les incubes c'est les hommes si je me trompe pas. Si, Et en fait c'était la seule explication qu'ils avaient. Mais ils se faisaient flipper tout seuls, c'est juste qu'ils n'arrivaient pas à bouger les mecs et comme le cerveau il comprend pas, ils essayent d'expliquer le truc et les gens ils ont vu ça et ils continuent d'essayer de trouver des explications. En fait, ça date de tellement longtemps. Ouais, mais c'est encore d'actualité. Enfin, les Ouais. gens, quand ils racontent ça à leur psy ou leur médecin, ils racontent toujours ouais, j'ai vu une petite bestiole sur mon bide et voilà, elle me faisait peur et voilà, quoi. Ça se peut, là où on est en train de parler là tout de suite, il y a quelqu'un qui raconte ça à son psychiatre, quoi.
Et J'ai- le tableau que j'avais en tête, c'était celui-là. Oui, Taiki? Quand tu parlais du fait que l'homme aime bien avoir peur, adore se faire peur, ça me rappelle une conversation que j'avais eue avec Frédéric Livins, car il avait écrit un livre, d'horreur pour enfants, entre grosses guillemets, un peu comme Chair de poule de Ernest Stein. Oh, qu'est-ce que c'était bien, chair de poule, putain, ça me manque, Ouais. ça. Et il m'avait expliqué qu'il avait rencontré des difficultés à se faire éditer parce que les gens disaient bah tu fais peur aux enfants, c'est pas bien. Et il avait répondu mais en fait les enfants ils aiment avoir peur. Et du coup ça rejoint un Oui, peu ton et explication. ils en ont besoin en plus. Enfin, je veux dire, Besoin carrément. bah, presque, je veux dire, c'est de là que ça vient. Si tu fais de la merde, t'auras pas de cadeau à Noël. Ouais. C'est- C'est vrai. Non, mais C'est c'est vrai. vrai. Il, Et il y a puis quand même, il y a quand même ça des les demi-mesures. éduque. Oui, oui, ok, t'as les traumatismes là-dedans, bien sûr, hein, faut pas non plus être cruel, Oui. mais voilà, avoir peur, ça fait partie du développement humain, ça fait partie de, bah, comme je disais, plus pour les thématiques de mon livre à moi, c'est la force de courage, la force de volonté, assumer ses choix, comment faire un bon choix, quelle morale et quelle éthique je vais appliquer dans mon quotidien, enfin flipper, se dire qu'il y a quelque chose qui est plus balèze que toi et que, entre guillemets, t'as pas le choix. Je rappelle, c'est le papa, c'est le principe du père. Bon, là, ça vient de la psychiatrie, mais c'est le père Ah, qui vient et qui dit, écoute, ta maman, c'est ta maman, mais c'est aussi ma femme. Donc, t'es gentil. Voilà, t'as eu 3 heures avec elle. Maintenant, voilà, je m'occupe de ma femme. T'es gentil, t'es pas le seul homme de la maison. Ce qui a donné Oedipe et tout ça. Enfin, c'est d'avoir l'être pris humain. contrôle. L'être humain a besoin d'avoir peur parce que c'est aussi un réflexe pour se protéger. C'est aussi, enfin, je veux dire, l'instinct de survie, etc. C'est, ok, il y a un crabe géant devant moi, il est sur le point de me défoncer avec ses gigapinces. Je crois que je vais faire demi-tour. Je vais rentrer chez moi, voilà, je retourne à Athènes parce que voilà, les bestioles de la mer à l'époque de la Grèce antique, c'est pas sympa. Poséidon, il était un peu vénère, et donc voilà, tu te protèges en fait. La peur est, enfin, toutes les émotions humaines sont utiles. La colère, la peur, la joie, la tristesse. Il y en a pas une qui est mauvaise et les autres bien, tu vois. Elles sont. D'accord. Et puis, l'être humain, comme tu disais, il aime bien se faire peur aussi pour un effet de voyeurisme, en fait. Oui. C'est-à-dire que les dramas, c'est parmi les premières œuvres artistiques réelles qui ont été créées. Je veux dire, les pièces de théâtre de la Grèce antique, les pièces de kabuki au Japon, enfin, c'est tous des gros dramas, tu vois. Bon, il n'y a pas forcément d'horreur dedans, pas dans toutes en tout cas, mais le, tout ce qui est dramatique, tout ce qui est tragique, tout ce qui est oh mon Dieu, il a fait ça, ou oh mon Dieu, il y a un fantôme, c'est la base de l'art, quasiment, quoi. Mm. C'est là-dessus que ça a été fondé, les premières histoires, quoi. Enfin, si certains d'entre vous ont eu la chance, je l'ai pas lu, mais il faut que je le fasse, de lire l'Odyssée d'Ulysse, mais Ouais. c'est la base de tout. C'est. Mm. Je sais pas si toi d'ailleurs tu étais renseigné là-dessus, puisque toi t'es très branché mythes et légendes, Marie. Moi, tout ce qui est mythologie grecque, en fait, c'est pas trop mon truc, mais je trouve que ça reste assez soft par rapport à d'autres. Oui, oui. Bon, encore que Quand... Ulysse, franchement, Oui, Caribe et Scylla, c'est un sacré morceau, hein, oui, c'est. ça c'est les Même, côtés moins même soft. Polyphème, même Polyphème en fait, déjà de base. Ouais, aussi. Ouais, mais en fait, c'est juste dans les ambiances qu'ils décrivent. Par exemple, je trouve que c'est beaucoup. Après, Ah, ça a été vachement aseptisé au fil du temps, surtout, parce que c'était un peu plus glauque dans la version d'origine. alors moi je l'entends plus, Marie. Je sais pas si toi tu l'entends, Taiki. Euh, non, j'entends pas. Ah. C'est pour ça qu'il ne faut jamais faire de conférence sur son portable. Elfidil? Oui, non, mais je suis d'accord. Ouais, je vais meubler pendant ce temps-là. Ouais. Donc, elle a raison quand elle dit que la mythologie grecque, romaine, etc., même égyptienne, c'était plus soft, c'était plus aseptisé, c'était un petit peu plus pastel, on va dire comme ça. C'est un petit peu plus, voilà, c'est une toile épique, c'est un grand truc. Elle est, C'est beau. ah, elle revient. Voilà. Ouais, je sais pas pourquoi ça coupe de temps en temps. C'est pour Parce ça qu'il que faut c'est jamais sur faire de conférence sur son téléphone. portable. Mais oui, mais faut dire ça à mon PC là qui veut pas de son. Donc Donc, tu parlais du côté soft des mythologies grecques, romaines, égyptiennes et tout ça.
Ouais, je sais pas où ça a été coupé. Bah là. Je parlais juste de ça. Parce que Le ouais, moment vous où- avez pas entendu quand je parlais donc tout ce qui était du Medio Wendigo. Non, mais ça c'est amérindien, donc ouais, vas-y. Voilà, mais ça c'est le Wendigo par exemple, je le trouve beaucoup, enfin ce mythe-là, je le trouve beaucoup plus bourrin que ce qu'il peut avoir dans. Rien que l'apparence déjà du Wendigo. Oui déjà, et voilà, ça représente la famine, l'hiver, les gens qui deviennent presque fous parce qu'ils ont faim, qui se mettent à se manger entre eux, c'est pas la même chose. C'est pareil aussi ce que je disais, ce que les mythes japonais aussi, je crois qu'ils sont aussi, je les connais pas trop Oui, par contre. les vampires japonais, oh là là. Voilà, eux aussi, voilà, Même les c'est pas kappas, le. les kappas aussi. Les kappas qui noient les gens qui n'ont pas de droit de passage. Enfin, voilà. Voilà, c'est pas le même niveau, donc c'est pour ça que je m'intéresse un petit peu moins à ça. Pareil, j'aime bien les Je mythes vais mettre nordiques aussi. des images du Wendigo de Until Dawn. C'est un jeu vidéo qui explique vraiment très très bien le mythe du Wendigo. En parlant de ça, je vais peut-être vous partager une vidéo que j'avais beaucoup aimée. C'est. Ah, mais c'est les quoi gens déjà auront peut-être pas l'occasion de regarder ça maintenant. Non, mais pour Ouais. après, Mettez-le je de sais côté, pas mettez-le de côté pour plus tard. c'est. Ça s'appelle. Moi- Une chaîne qui s'appelle Occulture, si ça vous intéresse. C'est une chaîne YouTube qui est très bien. Et Vas-y, ils vas-y. expliquent très bien le mythe du Wendigo. Comme ça, au moins, ceux que ça intéresse. J'ai justement une amie qui est intéressée par toute la mythologie amérindienne. Je pense que ton bouquin pourrait l'intéresser. Après, moi, le truc aussi, il faut préciser sur le Wendigo qu'il y a dans mon bouquin, c'est que c'est une inspiration de ce qui est de base, mais en même temps, je suis partie sur des trucs un peu différents, quoi. Toi, tu es un peu plus dans le folklore, dans la malédiction et tout ça. Et plus dans la psychologie, alors que dans le Wendigo de base, lui, il est vraiment plus. C'est un peu psychologie quand même, mais c'est. Comment dire? C'est quand même plus physique, quoi. Si on voit la bestiole, tu commences à flipper et puis t'as peur de te transformer comme lui, c'est tout. Alors que moi, il a des manipulations psychologiques. Bah, est-ce que tu peux expliquer c'est quoi le mythe original du Wendigo, Marie? Parce que je connais un petit peu, mais mets ta vie que tu es plus balèze que moi là-dedans. Bah, on va dire, c'est tout simple. C'est vraiment, de près ce que j'ai pu comprendre en regardant la vidéo là que j'ai partagée, ceux qui veulent, vous pouvez la mettre de côté, ce qui est très bien. C'est plus ou moins une personnification de quand l'hiver arrive, c'est la famine. Et les Ouais, gens, quand ils n'ont plus rien à manger, ils commencent à se dévorer entre eux. ouais. Et c'est aussi pour dire aux gens, essayez non plus de pas vous transformer en une sorte de bête sauvage. Ouais, c'est Si l'hiver symbolique arrive, en plus. c'est ça, c'est rester humain quand même, parce que si vous commencez à manger vos semblables, les gens vous reverront plus pareil de la même façon, même quand Ouais. vous reviendrez jamais normaux. C'est, en tout cas, en gros résumé, c'est comme ça moi que je l'ai compris. Il y a d'autres variantes parce qu'il y a plein de types de Wendigo en fonction de, surtout en Amérique du Nord. Donc des fois, ça peut être un géant qui est dans les montagnes qui apparaît à travers la brume. Des fois, Mais c'est une sorte de- amérindien, on est d'accord. Ouais, Ok. c'est amérindien. Des fois, c'est comment une créature avec une tête de cerf, c'est un truc squelettique. Il y a plein de. Bah, il y Il y a avait aussi, une créature comme ça dans le jeu que j'ai adoré, c'est Wolf Among Us. Je sais plus c'est quoi Voilà, bien sûr. le nom du mec, mais ouais, il a le la... Wendigo. Le diable du Jersey. Ouais, voilà, Je c'est sais ça, pas si- le Jersey Ouais. Devil. Et il a le même crâne, cerf, cheval, corne, tout ça. Enfin, je me disais, enfin, c'est cool comme design, mais je savais pas que c'était peut-être un Wendigo en fait. Ça dépend parce que aussi, t'as le. Je regarde le Jason ce que c'est. T'as aussi comment. Chez les Nordiques, je sais plus le nom de la créature. Ouais, Ça se rapproche du Lichen dans The Le Witcher. Grendel. Ça doit être ça. Et en fait, ça a plus ou moins la même tête qu'un Wendigo, mais il y a des petites variantes. Celui-là, je me suis pas assez renseigné dessus encore, mais je crois que c'est pas tout à fait la même chose. J'ai l'impression qu'en fait, ce que j'ai fait au final avec ma bestiole, c'est un mix des deux là, quoi. Mais de façon Bon, assez inconsciente. c'est bien aussi de faire ça, hein. Bon, en fait, ce que j'ai fait pour créer en tout cas mon Wendigo, c'est j'ai regardé ce que c'était de base, j'ai arrêté de me renseigner dessus, j'ai créé ma bestiole et ensuite j'ai approfondi le truc pour comparer en fait. Et je me suis rendu compte que j'ai fait un truc qui ressemblait pas mal, sans le vouloir. Mais Ouais. voilà. J'ai une question que j'avais notée à côté, c'est comment, en tant qu'écrivain, hein, je précise bien, comment en tant qu'écrivain on arrive à comprendre ce qui peut faire peur à notre audience? Comment on arrive à saisir la peur dans un écrit? Parce qu'on a beaucoup parlé de l'imagerie, de la peur dans la peinture, dans Dans la culture populaire, ouais. visuel. Mais Ça peut nous faire comment peur à c'est- nous aussi en fait.
C'est ce C'est que vrai. j'allais répondre en fait. Ouais, c'est ce qui, Ouais. bah, ce qui me fait peur à moi, probablement, ça fera peut-être faire peur à un autre type, quoi. C'est ça. C'est basique, Après, hein, moi, mais je sais, bah, je pense que tu as une technique, toi aussi, Christopher, c'est que on se met à la place du personnage. Tu t'en mets bien en. Comment tu t'incarnes presque ton personnage, t'imagines le truc et tu te dis, si toi, ça te fait flipper la réaction, tu te dis, si ton personnage réagit comme ça, forcément, à des gens, ça va leur faire peur. Sinon, c'est bon, une non, parce qu'ils sont tellement habitués, qu'ils sont tellement à l'habitude des trucs d'horreur qu'au bout d'un moment, il faut monter le niveau. bah ouais. Après, c'est vrai que moi, enfin, j'écris pas une saga d'horreur horreur. Moi, c'est plus une aventure épique, mais je mets des dilemmes moraux ou des. Bah, c'est un peu comme la symbolique du Wendigo. C'est bon. Je vais vous raconter l'histoire d'un monstre qui existe et c'est ce que vous allez devenir si vous bouffez les uns les autres. Voilà, moi je joue plus sur cet aspect-là, l'aspect un peu, peut-être pas double lecture, j'irai pas jusque-là, mais l'aspect contempler un petit peu l'horreur humaine, contempler un petit peu ce que les gens peuvent se faire les uns envers les autres et essayer de vous imaginer là-dedans en fait. Moi, c'est Ouais, plus ça. C'est voilà, il y a la guerre partout, il y a des démons qui prennent des esclaves et font des choses pas toujours sympas en créant parfois des nouveaux orifices ou en étant très créatifs. Ou alors, voilà, tu as le choix entre soit essayer de sauver le monde, mais tu vas probablement crever, ou alors tu vas bah, condamner la planète entière par amertume et vengeance. Mais voilà, moi c'est plus dans ce registre-là que je suis. non, moi, Mais c'est un petit peu aussi, à plus petite échelle, parce que moi, c'est ok. vraiment. Toi, c'est tout un pays, toute une planète, en fait, alors que moi, Non, c'est vraiment. c'est un multivers. Voilà. Mais j'ai pas encore lu le tome 2, pas encore. Et donc, en fait, alors que moi, c'est vraiment un personnage qui doit Ouais, toi c'est une se. aventure. C'est ça, le personnage doit se canaliser pour. Parce que donc, la créature l'a fait devenir extrêmement violente, et elle doit se canaliser, et en même temps, il faut qu'elle arrive à rester elle-même sans s'en prendre à toutes les personnes qui sont autour d'elle, en essayant le moins possible. C'est pas facile, mais elle essaye, parce qu'elle peut. Et déjà, rien que ça, ça peut faire peur parce que tu te dis, c'est un peu. En tout cas, j'ai pris un peu le côté psychologique avec la schizophrénie, c'est que le personnage, d'un moment à l'autre, il peut péter un câble et tuer tout ce qui passe sur son passage. Donc à partir de là, je pense que si tu t'attaches un peu au personnage, tu commences à flipper, tu te dis bon, faut qu'il reste calme, faut pas qu'il s'énerve, sinon il bute tout le monde. Attention, parce que la schizophrénie, c'est pas totalement ça non plus. Non, mais C'est c'est pour ça pour faire un raccourci, quoi, Ouais, tu vois. ouais, ouais, ok. Après. c'est C'est pour moi ça qui que dans faisais les mon slashers, emmerdeur. c'est pour ça que dans les slashers, l'horreur est beaucoup moins présente parce qu'en fait les personnages sont souvent un peu cons et du coup on ne s'attache pas beaucoup à eux quoi. Quand ils C'est sont morts, on fort est un peu triste. probable. Ah, C'est C'est ça, fort ouais, je pense. probable. Et c'est pour ça qu'en fait, les personnages préférés des slashers, comme tu dis, bah, c'est les monstres. Enfin, c'est les mm, méchants. c'est vrai. Personne ne se souvient de la gonzesse cruche blonde numéro 14. C'est non, c'est vrai, on dit genre Jason, il est trop bien, enfin c'est avec son masque et tout, enfin On parle de ça, de Jigsaw, du mec au masque de fantôme dans Scream. Voilà, on pense tous ouais, à c'est ça ça, quoi. c'est entre guillemets eux qui sont les héros parce que euh, encore une fois, je reviens là-dessus parce que c'est super important, c'est que l'horreur, c'est pas que ça, c'est pas que Freddy Krueger qui fait des trucs atroces et abominables et crades à toutes ses victimes, qui des fois quand même, il est vachement créatif. Enfin, je veux dire, il faut au moins saluer, voilà, son côté artistique. Il a un don pour le mélodrama, mais c'est vraiment l'aspect. Enfin, personnellement, moi, ce qui m'intéresse le plus dans l'horreur, c'est l'aspect psychologique. Que ce soit un monstre, L'horreur à l'envers. que ce soit voilà une révélation qu'en fait tu es le fils de ta sœur qui a couché avec ton père. Enfin, tu vois, c'est l'effet psychologique que ça te crée. C'est pour ça que j'aime bien Marie qui parle voilà de la santé mentale. C'est que personnellement, moi, c'est une thématique qui me parle beaucoup et aussi liée aux dilemmes moraux, à la philosophie, à l'éthique. Parce que quand- je sais plus quel film, s'il y en a plein qui font ça, mais quand tu vas prenons Jigsaw, tiens, notamment. Tu vas dire, voilà, toi, t'es capturé, tu dois couper ton bras pour sauver ta mère, ou ta femme, ou Ouais. ta fille. Est-ce que tu vas le faire? C'est pas le côté horreur gore qui m'intéresse, même si ça rajoute une bonne dose de, voilà, d'intérêt, de Ouais. mélodrama et tout ça. Ah, il y a quelqu'un qui... Riel, est-ce que tu pourrais te mute s'il te plaît? Bah voilà, voilà. Vas-y. Non, pour Oui, moi donc ça. c'est pas tant ça qui m'intéresse, le gore de voilà, il coupe son bras avec un hachoir et il n'arrive pas à péter l'os et machin, c'est le fait que peut-être qu'il va rien faire et il va laisser sa mère crever.
et qui va la regarder droit dans les yeux et peut-être qu'il va se mettre à pleurer et dire je suis une tapette, je suis désolé, je peux pas me couper le bras, enfin je suis un connard, voilà, je préfère oh, pardon, mais je mute. Non, mais voilà, merci. Ouais, ouais, c'est quoi, mute serveur, voilà. Ouais. Désolé. Et donc voilà, moi ça m'intéresse plus de voir ça en fait. Et ça c'est quelque chose qui me fait peur. Je veux dire, imagine ta femme ou ton gamin ou ta mère ou ton meilleur pote que t'as fait 36 road trip avec et qui t'a aidé dans les bagarres de bar, etc. Et finalement il dit non mais je suis désolé, j'ai pas envie de me péter les ongles de la main pour te sauver. En fait, voilà, je vais te Ouais. laisser te faire écraser par un compresseur quoi. Pour moi personnellement pour moi, ça, c'est la vraie horreur, entre guillemets. C'est la réalisation de ce que les gens ou les choses sont en train de se faire. Mm. Voilà, désolé, vas-y, Marie. Non, parce que moi, en fait, je fais exactement pareil dans. Ah, ça finit de dans... me copier, oui. Non, mais c'est quand même assez proche. Mais je fais la même chose parce que je reste vraiment en Je me demande même psychologique. comment ça se fait qu'on est potes à la fin, putain. C'est ça. Mais parce que ouais, si j'utilise pas mal les cauchemars aussi dans mon Oui, univers. Bah, après, tout ce qui est avec Amérindien, c'est un peu difficile de passer à côté des trucs des rêves. Pour moi, ça me ressemble. Mais dans tous les cas, ça reste toujours aussi des choix à faire qui, bah, tu te dis, si tu fais le mauvais choix, ça pue du cul pour tout le monde, quoi. Si tu maîtrises pas tes pulsions, ou si tu faut, c'est comme une façon d'être, c'est toujours tout psychologique, quoi. est-ce que c'est pas aussi, un peu comme moi je fais, du coup, c'est te regarder dans la glace, admettre et réaliser qui tu es, tu vois. Ouais, c'est un peu ça. Bah, moi, vu que j'ai peu de personnages, contrairement à Christopher, je peux peut-être, je développe un peu plus ça sur certains personnages. Oh, le provoque, là. Non, parce que t'en as certains, t'en as tellement des personnages, je sais pas comment tu fais, mais on va dire j'en ai 10 à tout casser et c'est tout. Tu veux dire, en fait, ce que tu veux dire, c'est que le fait que tu aies moins de personnages, ça te laisse plus d'occasions de développement sur le background, sur la psychologie. Du coup, ça te permet un peu plus. De certains personnages plus secondaires. Là où, par D'accord. exemple, Christopher, il y a des personnages secondaires qui sont vraiment top, qui ont vraiment vécu des trucs horribles aussi. Mais d'autres, encore plus loin, que tu vois, t'entends. Après, moi, j'ai lu que le premier bouquin, donc je peux pas trop m'avancer non plus. Hein. Non, mais t'as raison, c'est vrai que mathématiquement, si tu as moins de personnages, tu as, comme dit Taiki, plus d'occasions de passer du temps dessus. Ça, c'est vrai. Voilà. Mais après, on va dire que moi, c'est plus les mêmes personnages qui s'en prennent plein la gueule. Donc, c'est plus ceux-là qui vont. En fait, tu poser. écris le Marquis de Sade, voilà. C'est ça, c'est pays de la déprime, moi, des fois. Alors, je vais pas balancer des trucs sur le Marquis de Sade, mais je vais balancer la page Wikipédia. Euh, pour les gens qui veulent. Alors, Wow, je vais juste te dire un truc, le marquis de Sade, c'est grâce à lui qu'on a le mot sadisme. Voilà. Oui, voilà. Voilà. Alors, je partage la page Wikipédia. Je ne vais pas balancer d'images ou quoi que ce soit. Encore que je sais pas s'il y en a des visuels de ses œuvres. Mais voilà, je vous encourage à aller voir ce qu'il fait. En résumé, c'est un truc ignoble. T'as envie de vomir tout le long ou presque. Ou alors de te faire du bien quand tu as des petits soucis dans la tête. C'est selon, suivant les fétiches de chacun. Mais c'est assez atroce et c'était une grande dénonciation de ce qui se passait dans l'aristocratie et la haute société de l'époque. Et voilà, il a quand même écrit des œuvres que, sans problème, c'est plus gore que Freddy ou Saw ou ce que vous voulez. C'est garanti. Voilà, je vous encourage à aller voir. Ouais, et pourtant, ça date de 1800. Ouais, même voilà. pas 1700. Et là-dedans, il n'y a pas de monstres, il n'y a pas de planètes machin, il n'y a pas de vaisseaux spatiaux, il n'y a pas d'aliens. Non, c'est juste des gens qui se rencontrent et qui font des choses. De l'horreur psychologique, quoi. Du coup, on a un peu dévié parce que c'était la place de l'horreur dans les mondes imaginaires, mais du coup, ouais, Bah, ça se recoupe toujours un petit peu dans tous les cas. Donc... Bah oui, c'est ça, en fait, le cœur de l'idée qu'on a développée, Marie et moi, quand on a discuté pour préparer ça, c'est que la première observation qu'on a faite et qu'on a voulu mettre en avant, c'est que les mondes imaginaires sont juste un moyen d'exacerber tout ce qui existe en termes d'horreur, d'idées. Genre là, le Marquis de Sade, par exemple. Ou alors, vous pouvez regarder... bon, là, c'est plus mélodramatique, mais ce qui pouvait se passer avec George Sand, quand elle a brisé le cœur de certaines personnes avec lesquelles elle avait des relations. Et je crois que c'est Alfred de Musset, il s'en est jamais remis et il est mort tout seul
dans sa bibliothèque de Paris, je crois, et il a été oublié de tous. Enfin, c'est les mondes imaginaires, comme je disais au début, tu peux tout faire, tu peux tout créer, tu peux tout exacerber, tu peux tout accentuer, tu peux. Alors, on va faire cette situation-là qu'il y a voilà, quelqu'un va larguer une autre personne. Et à partir de ça, en fait, ça va devenir un espèce de demi-démon machin, et il va brûler 4 planètes, et puis après, il va devenir le. Enfin, tu vois, Ouais. les- la place de l'horreur dans les mondes imaginaires, elle est là, elle est inévitable, D'accord. tu peux pas y échapper en fait. C'est ça le crux, le nexus de notre petite discussion, Marie et moi, à laquelle on est arrivé extrêmement vite. Parce D'accord. que, Après, il y a comme elle toujours dit, des. toujours les mythes, les machins. D'accord. Vas-y, Marie. Non, je dis c'est juste après, ça, à certains degrés plus ou moins poussés, parce que il y a de la fantaisie où il n'y a pas beaucoup d'horreur, mais il y en a toujours je pense toujours un tout petit peu, même inconsciemment, sans le vouloir. Rien que le Seigneur des Anneaux, par exemple, c'est pas un truc horreur, et pourtant, il y a des parties. Après, Ouais. peut-être dans la Dark Fantasy, je sais que dans les Legacy of Kain, c'est pas vraiment une licence d'horreur, mais il y a quelques éléments semblables à l'horreur, parce que c'est de la Dark Fantasy, justement. Et est-ce que Voilà, vous par avez exemple. entendu parler de Berserk? Forcément. Allez, sans Vas-y, chercher. Marie, vas-y. De quoi pour parler de Berserk? Non, non, C'est pas non, moi. c'est moi qui troll là. C'est toi qui parlais voilà, de Seigneur des Anneaux, par exemple. Non, je disais que c'est pas comme un univers très horrifique, et pourtant, quand on voit les orques, par exemple, bah, c'est une armée qui est levée pour aller tout détruire. Rien que ça, c'est pas de l'horreur à proprement parler, mais ça fait quand même flipper d'avoir une armée de machins comme ça qui t'arrive dessus. Mm. C'est... Bah, après, ça reste toujours la psychologie des personnages, en fait. Surtout que Ouais. les orques, voilà, derrière, ils font pas des trucs mignons non plus, quoi. Voilà, c'est des machines à tuer, quoi. Et puis même les créatures, je trouve jamais le nom. Baltrog, c'est ça? Balrog. Balrog, voilà. Pareil, ça c'est le machin, tu t'attends pas à le trouver dans les souterrains, comme ça, tu vois le machin qui pop de nulle part et qui détruit tout. C'est un petit passage horrifique, et pourtant c'est pas écrit sur les années Dark Fantasy. Et pourtant, en plus, c'est simple. Enfin, je veux dire, y a rien de extrêmement, enfin, si, c'est grandiose grâce à Peter Jackson et tout ça, mais en soi, la scène, elle est simple. C'est juste, ah, ils font une bataille, et puis finalement, il y a un gros machin qui débarque. Mais la façon dont le film, surtout, hein, ça a été fait, mais même moi, tu vois, voilà, qui suis grand et tout ça et machin, ben, je me dis, la vache, enfin, ils doivent pisser dans leurs pantalons, là, les mecs, et même Gandalf, il est là, il est sur son bâton, il dit plus rien, quoi. C'est bon, on est un peu au-dessus de nos pompes, là, maintenant, les gars. C'est- Et puis, t'as toute l'histoire de l'anneau avec Gollum, enfin, je veux dire, ça, c'est. Voilà, quoi, Ouais. c'est. Donc il y a toujours occasion de mettre des éléments d'horreur dans un univers qui s'y prête pourtant pas. C'est ça. Après, c'est plus intéressant parce que c'est bien de varier. Enfin, moi, c'est un truc que j'aime bien faire, que j'aime bien lire. C'est passer d'un extrême à l'autre, en fait. Ouais. Si c'est toujours le pays des bisounours, bon, voilà, ça peut être ça. Tu peux rajouter de l'humour dedans si tu veux, mais toujours dans l'humour, tu peux mettre de l'humour noir. Faut qu'il y ait des variations parce que sinon, on s'ennuie, quoi. Donc, Oui, et en plus, ça, c'est un truc important qu'on s'était mis d'accord là-dessus aussi, Marie, parce que nos œuvres, elle et moi, sont différentes, mais on essaye d'accomplir à peu près le même but. Enfin, c'est ce que j'ai compris de ce que j'ai pu lire et discuter avec elle. On se connaît maintenant depuis pas mal de temps déjà. C'est de simplement faire rêver les gens, mais aussi de pas les détruire psychologiquement. On va montrer et faire vivre des histoires un peu voilà. Mais c'est aussi l'occasion de rehausser le positif. Par exemple, je prends le manga Berserk, enfin, pour moi, c'est la meilleure œuvre jamais créée. Enfin, je continuerai à dire ça probablement toute ma vie. Euh, Il y a J'ai des, peut-être scè- une musique qui va te plaire, je te l'enverrai après. il y a des scènes dedans qui sont, mais atroces, que quand j'ai vu ça la première fois, pourtant je venais de me taper Attack on Titan et mon meilleur ami m'a dit, mais tu regardes Berserk, je dis, oh. Et puis j'ai dit, si, t'avais raison. Euh, mais dedans, dans Berserk, t'as des scènes mais extrêmement touchantes, quoi. Où le mec, va passer à part tous les 46 cercles de l'enfer pour sauver la gonzesse qu'il aime.
et il va la prendre dans ses bras, il va dire voilà, je suis là, je t'abandonnerai jamais et machin. L'horreur et le côté tragique et le côté gore et le côté immonde qu'on peut voir dans certaines œuvres, comme par exemple Giger, etc. Enfin, je sais pas, tout le monde était heureux à la fin du premier Alien de voir que le chat avait survécu avec Ripley. Non, mais Ouais, c'est vrai. ouais, c'est un chat, c'est pour ça. C'est ça. Bah, il y a ça avec Newt aussi dans le deuxième. Ouais. C'est l'occasion aussi de dire voilà, il y a des trucs immondes, mais dans ce gros tas de merde, t'as aussi une magnifique fleur qui est en train d'être créée. C'est pour ça que tu vis tout ça, c'est pour ça que tu te bats, c'est pour ça que tu traverses ces horreurs, c'est pour faire quelque chose de vraiment bien ou protéger quelque chose de vraiment bien. D'accord. Quelque chose qui vaut la peine de souffrir. Mm. Il me semble que c'était Bob Marley qui disait ça. Alors le mec, il fait pas dans l'horreur, hein, là on n'est pas dans l'horreur. Pas du Il tout, non. disait, tu dois trouver quelqu'un qui mérite que tu souffres pour lui. C'est ces personnes-là que tu dois trouver. D'accord. On va du coup passer aux questions du public. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Pouvez-vous démute? Peut-être Lirel. Est-ce que Lirel a une question? Parce que du coup je l'ai mute volontairement, mais... Là, tu peux la démute alors parce que tu l'as forcé. Ouais, ouais, ouais. Lirel, est-ce que tu as une question? Est-ce que l'un d'entre vous a une question? Yep, Ouais. j'en ai quelques-unes. Quelques-unes. Alors, du coup, la première, ce serait... vous aviez parlé à un moment que l'horreur donnait certaines libertés dans les mondes imaginaires. Mais du coup, en quoi est-ce que... Je me demandais du coup, en quoi est-ce que l'horreur donne plus de liberté de création qu'un autre registre d'imaginaire? Ah mais non, mais c'est tous les registres de l'imaginaire là. Ah, vas-y Marie, tu t'allais parler. Non, c'est ce que j'allais dire, c'est l'imaginaire en soi. C'est que comme, en tout cas nous, pour nos bouquins, on a créé nos propres univers, donc on décide un peu de ce qui peut se passer, toujours en se mettant des règles, hein, parce que sinon c'est dire n'importe quoi. Mais si on veut faire de l'horreur, on a un petit peu toutes les cartes qu'on veut, quoi. C'est pas comme si on était dans le monde réel et on disait eh là, t'as un démon qui pop. Ah non, on peut pas, parce qu'ici, il n'y a pas de démon, quoi. Là, dans l'imaginaire, si tu veux qu'un démon qui pop, il pop. Mais si tu veux que le machin, il prenne possession ou qu'il fasse voir, je sais pas, des araignées partout à quelqu'un qui est phobique des araignées, tu peux le faire aussi. C'est plutôt ça qu'on voulait dire quand on parlait des... Quand tu crées un monde imaginaire, tu es littéralement Dieu en fait. Tu peux tout faire, tu peux tout créer, tu peux créer une race de poulpes qui ont des oreilles à la place des pieds, et tu peux créer, comme on l'avait dit, un ensemble de règles totalement... La seule limite est ton imagination en fait. Si tu as envie de dire, bah voilà, la gravité, elle est tout le temps à 45 degrés suivant voilà, la latitude de machin, etc. Enfin, tu peux tout créer. Et donc, tu peux aussi, comme Marie dit, bah, donner les pleines clés et la pleine puissance pour être, comment dire, le plus inventif possible pour créer de l'horreur. Alors, je me permets de peut-être légèrement interpréter ta question, c'est l'horreur, elle permet de faire ressentir des émotions. C'est ça en fait que plus qu'on disait elle et moi, c'est que ça permet de faire vivre et faire ressentir des choses de très grande intensité. Et c'est un outil narratif qui te permet de, par exemple, faire progresser. Oui, c'est un peu ça, Marie. C'est un outil narratif qui permet de faire avancer tes personnages. C'est un outil narratif qui leur permet d'évoluer. C'est Enfin, voilà, quand tu regardes par Merde. exemple Frodo dans le premier Seigneur des Anneaux, c'est pas le même qu'à la fin, tu vois, à la fin du troisième film. C'est ce qu'il a vécu, c'est sa traversée du désert, c'est ce qu'il a ressenti en portant l'anneau, c'est ce qu'il a compris en voyant Gollum et l'aide de Sam, etc. L'horreur... Pardon? C'est les épreuves les plus compliquées qui nous forgent le plus, en gros. C'est Exactement, ça. bah, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est ça. C'est... Et Et puis après, c'est... Vas-y, non, vas-y. j'allais dire, c'est juste que par exemple, un personnage, tu prends Frodon, tu prends n'importe quel personnage comme ça, c'est comme il vit des trucs horribles, c'est sûr qu'il peut pas rester le Hobbit
tout gentil, tout sympa du début, quoi. C'est pas possible, en fait. Et c'est encore plus marqué avec Bilbo d'ailleurs, quand tu regardes la double trilogie, tu vois Bilbo au début, il est là, putain mais il y a des nains chez moi, cassez-vous, j'ai envie de rester tranquille. Et puis à la fin, bah il veut que retourner à l'aventure au final. C'est ça, ou pareil, ou tu prends Gollum. Gollum, au début, c'est un petit... Bon, ça spoil le Seigneur des Anneaux, mais bon, je pense que tout le monde a dû voir ou lire, parce que depuis le temps. Non. Gollum, de base, c'est pareil, c'est un hobbit tout gentil, tout mignon, et quand il voit l'anneau, comment il pète un câble, quoi. Lui, il a pas la même transformation, mais dans tous les cas, s'il vit un truc horrible, ça le transforme complètement. Il pète un câble, quoi. Totalement. Bon, Est-ce qu'il y a... attends, Danis, Non, t'inquiète pas. ouais, ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une autre question? N'ayez pas peur, on ne mord pas. Ouais, c'est ça. N'hésitez vraiment pas. Hein. On vous fera des bisous. Pas ça. non, parce qu'après ce qu'on vient de dire, je sais pas, peut-être. Peut-être, ouais. Peut-être. Bah, écoute, Danis, pose ta deuxième question. Ouais, alors du coup, je vais rebondir sur le fait qu'on est Dieu, etc., dans un monde imaginaire, ça c'est tout à fait normal. Mais du coup, ça veut dire que est-ce qu'il est aussi possible de créer ses propres éléments d'horreur pour éclaircir un petit peu ce que je veux dire. Quand vous aviez parlé du créateur d'Alien, etc., ou même de Lovecraft, eux, ils ont inventé leurs propres éléments d'horreur. Donc dans Alien, c'est les créatures en soi, les ambiances les ambiances et les décors un peu dérangeants. Lovecraft avec toutes ces bestioles et ces histoires de monde parallèle et tout. Mais j'imagine aussi que c'est pas quelque chose de simple du tout. Mais en fait, on reprend toujours des Attends, trucs qui existent déjà. Excuse-moi. Indomptable, est-ce que tu pourrais te mute s'il te plaît? Ouais, mute-toi s'il te plaît. Voilà, merci. Excuse-moi. Vous pouvez y aller. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Il c'est bon. demandait pour la difficulté c'est de bon. créer sa mythologie en fait. Ouais. Bon, on me coupe, c'est bon, mon cerveau il oublie tout. Principalement ses propres éléments d'horreur, surtout. En fait, on peut pas vraiment partir de rien, on prend toujours des trucs qui existent. C'est comme quand tu fais un design de créature, tu prends forcément des trucs qui existent, tu sais ce qui peut faire peur aux gens, ce qui peut les déranger. Et le tout, c'est comme avait dit Christopher, c'est par exemple pour Cthulhu, c'est que tu prends un truc un peu dégueulasse, genre un poulpe, et puis tu rajoutes des éléments que les gens vont trouver dérangeants, tu mets ensuite des ambiances pesantes ou malsaines, et c'est des trucs, en fait, c'est juste faire un mix des bons trucs qui existent déjà, où tu sais qu'ils peuvent faire peur aux gens. Partir de rien du tout et inventer un truc que tu dis qui pourrait faire peur, ça a peu de chances de marcher. Parce que ça se trouve, les gens vont juste regarder, qu'est-ce qu'on essaie de faire, mais c'est chelou quand même. C'est genre si tu prends je sais pas, un mille pattes par exemple, ou prendre un mille pattes, les gens, la majorité des gens, ils vont trouver ça dégueulasse comme bestiole. Ouais. Tu le fais encore plus grand, je sais pas, tu rajoutes des tentacules et en même temps. Et des ailes, et voilà, et puis t'as un Pokémon il peut avoir des notamment. pouvoirs psychiques. Je pense que là, tu commences déjà à flipper, mais tu fais aussi qu'il fait devenir invisible, par exemple. T'as un endroit, le machin, tu sais qu'il est là et les gens, il peut te bouffer à n'importe quel moment. Là, tu peux commencer à flipper. C'est des trucs que tu ajoutes des petits éléments et tu fais ta petite mixture. Oui, puis tu peux rajouter des légendes aussi, par exemple, en fait, ce mille-pattes ou ce scolopendre, bah, en fait, c'est quelqu'un qui a été maudit par une déesse et puis il est devenu une espèce de gardien des secrets de machin. En fait, c'est quand tu écris un livre, bon là on va parler de la littérature, c'est ton boulot de créer quelque chose. Tu te démerdes, voilà, c'est comme un clown, son boulot c'est de faire rire. Donc tu danses, tu gigotes, tu fais rire les gens. Et donc, oui, c'est pas simple de créer ta mythologie, de créer ton ambiance, de créer ta patte, comme par exemple Giger, tu vois. Mais c'est le boulot, enfin, je veux dire, c'est soit tu es capable de le faire et bon, bah voilà, tu peux te prétendre être créateur de quelque chose, soit tu le fais pas et tu changes de métier, en fait.
c'est un peu cash comme réponse, hein, je suis désolé, Je sais pas, j'ai l'habitude, t'en fais pas. Non, mais je me moque pas de ta question ni rien, hein, en soi, elle est pertinente, hein. C'est juste que, ben, bah voilà, c'est notre métier, si je peux être un peu prétentieux. C'est juste que, bah voilà, tu vas créer quelque chose. Moi, par exemple, pour le coup, bah, j'ai pas dit, je dis pas que j'ai pris la facilité, mais pour mes créatures, moi, je suis parti plus sur le mythe du démon de base. Donc voilà, la religion judéo-chrétienne, même l'islam parfois. Enfin, Mm. c'est quand tu dis à quelqu'un, ouais, tu vas vivre l'enfer et machin, directement, t'as dans ta tête du feu, des grilles, des machins, des démons, des trucs, enfin, des gens découpés en morceaux, enfin, faudrait que je Oui. regarde Hellraiser parce qu'il paraît qu'il est super et j'ai toujours pas vu. Mais, ouais, enfin, tu- l'être humain, depuis toujours, ne fait que copier, presque, dans le monde de l'art. Il ne fait Ouais, que répéter ce qu'il a vu, ce qu'il a compris, ce qu'il a entendu. On parlait tout à l'heure des premières œuvres, des pièces de théâtre avec les dramas grecs, les kabuki japonais. C'est des histoires, mais qui existent depuis, mais t'imagines même pas. Je veux dire, Mm. le premier truc que l'être humain a fait quand il a commencé à savoir à peu près faire quelque chose de ses 10 doigts et de sa tête, c'est là, je vais peindre des bisons. Des bisons. Voilà, et du coup, tu reprends un peu ça, mais d'une façon un petit peu plus subtile, un petit peu plus. Voilà quoi. Donc en fait, c'est pas compliqué, c'est juste laisse-toi aller, limite fume un pétard et laisse-toi aller à tes plus gros trips et tu vas voir, ça va être cool ce que tu vas faire. Après, Euh, voilà, ça dépend des gens. Il y en a qui arrivent facilement à le faire et d'autres Oui, d'autres c'est- non. Je dis ça parce que moi, je m'étonne moi-même d'avoir réussi à faire un truc d'horreur qui est aussi dérangeant. je vais parler un petit peu vite fait, Taiki, excuse-moi. C'est Ouais. le monde du métal, tu vois. Taiki connaît, donc Ouais. il voit où je veux en venir. Les Oui, enfin, je me suis un peu écarté quand même. les pochettes d'albums de métal, mais c'est des trésors de créativité. Il y a Je Alto vais, 236 et Maxwell qui ont fait une vidéo dessus intéressante. je vais en balancer une, vite fait. Mais j'en profite du coup juste pour vous dire un truc. C'est marrant que tu as parlé du kabuki japonais, Ouais, mais justement les japonais, enfin les asiatiques qui sont, c'est-à-dire chinois, coréens, japonais, enfin bref, les asiatiques quand il s'agit de faire des ouvrages typés horreur, ils ont une sorte d'horreur orientale qui justement était inspirée du théâtre no et du kabuki. On ah, a réussi à avoir des convergences entre le théâtre no, le théâtre kabuki et l'horreur typée orientale basée vraiment sur l'ambiance plus que sur l'action. ouais, et puis là, je m'écarte un petit peu, mais dans les trucs d'inspiration, de référence, etc. Mais enfin, tout le monde se copie, genre maintenant, t'as des pyramides partout. Enfin, je veux dire, t'en as au Mexique, t'en as en Égypte, t'en as en Asie. Enfin, l'être humain ne fait que copier. Après, pour On s'inspire les, de tout, quoi. Et j'ai mis une j'allais dire, pochette super, enfin, voilà, pour le plaisir après, des yeux. pour ce qui est pyramide, des fois, il n'y a même pas besoin qu'ils s'inspirent les uns les autres, parce que c'est des trucs qui reviennent. Même certains mythes, tu vas. J'étais tombée sur un truc là-dessus, c'était sur les contes et légendes. Ça partait juste du coup, je crois que c'était La Belle et la Bête. Et en fait, en remontant dans le temps, on se rend compte que bah, ce truc-là, il a toujours existé, mais ça fait des milliers d'années. Et il y a eu des embranchements où c'est parti d'un continent à l'autre. Tu crois que les gens sont jamais croisés, genre, je sais pas, en Chine, et tu prends par exemple même les Amérindiens, et bah, ils ont les mêmes histoires pourtant. Mm. Donc, t'as toujours les mêmes bases, quoi. Ouais, et puis t'as toujours voilà, un dieu de la mort, t'as toujours un dieu du feu, un dieu de la flotte, un dieu de machin, un dieu de. Bah, les artistes en général, que ce soit des auteurs, des peintres, des cinéastes, des sculpteurs, enfin, ils ne font que reprendre des trucs qui les fascinent ou qui les intéressent. Par exemple, Giger, il ne cessait jamais de répéter, non mais moi je trouve juste que les os c'est fascinant, voilà. Je kiffe les os moi. Non mais c'est vrai, c'est ce qu'il dit, et voilà, il est Ouais, parti de c'est là. comme ça. C'est comme ça, les artistes. On a tous une fixette Ouais, sur quelque c'est. chose. Moi, c'est Ça, pareil, c'est les crânes d'animaux. Si on regarde mes c'est- trucs, les crânes d'animaux et les flammes, c'est mon kiff, hein. ça C'est me délire, rappelle, ça. quand tu parlais de Giger qui trouvait les os fascinants, c'est vrai qu'il a il a une fascination assez étonnante, dans le sens où quand Jodorowsky s'apprêtait à faire le design avait fait appel à lui pour faire le design des Harkonnen, Jodorowsky est allé voir un concert du groupe français Magma,
Et Achard Giger avait expliqué en parlant de ça, il avait dit je trouvais ce groupe fascinant en écoutant leur musique, j'avais l'impression d'être le Christ sur la croix. Alors qu'en fait, c'était une musique très violente qui faisait Magma. Mais lui, il était fasciné par ça. Il a toujours une fascination un peu étonnante, le père Giger. Bah, c'est un Oh, c'est génie, Giger. enfin, Giger, c'est... Enfin, honnêtement, on pourrait faire une conférence entière sur lui, quoi, et encore, je me sens même pas vraiment Bah, pourquoi qualifié pas? pour en parler, quoi. Il y a tellement de choses à étudier. Enfin, mon tatoueur, parce que j'ai tout mon dos de repeint, moi, il avait une bibliothèque avec des dizaines et des dizaines d'ouvrages de dessin. Enfin, ça allait dans tous les sens. Il avait du Luis Royo, il avait des trucs plus classiques de vieux tatoueurs où ils vont tu sais, faire un aigle, Route 66 ou une enclume ou ce que tu veux. Et ben, il avait un truc sur Giger, quoi. Et c'est juste extraordinaire ce qu'il fait. Et personnellement, moi, je pense que le but de tout artiste, quel qu'il soit, c'est mon avis, hein, il doit inspirer les gens, que ce soit en termes de ouah, c'est trop mignon, ouah, c'est trop classe, ouah, putain, ça fait peur quand même. Il doit provoquer des sensations, il doit pas laisser la personne qui s'intéresse à son œuvre indifférente. Il faut qu'il captive, il faut qu'il y ait quelque chose qui bouscule un petit peu l'ordre établi. Et c'est pour ça Ouais. aussi que l'horreur, c'est un moteur, mais extraordinaire pour faire ça. Et encore une fois, je répète, l'horreur, c'est au sens large. C'est horreur Ouais. psychologique, horreur gore, sang, boyau, horreur juste, oh, c'est un monstre de ténèbres et machin. Enfin, Ouais. il faut instiguer un sentiment et une émotion. D'accord. Du coup, on va peut-être conclure avec une dernière question, si quelqu'un en a une. Ouais, Bon, forcément. Il n'y a personne d'autre qui... Je pense pas, hein, mais personne. Ouais, justement, quelqu'un d'autre a. on attend un peu avant de... On va donner des Vas-y. tickets d'Amnist à la numéro 3. Vas-y, Danis, pose une Allez, la dernière. Faut Est-ce pas qu'il y avoir a- peur est-ce à que- parler, les gens, hein. Faut pas hésiter. Ouais, non, franchement, là, c'est le moment où vous pouvez parler, profitez-en. Enfin, vous pouvez parler durant les conférences, hein, on comprend bien. Non? Bon, ok. Alors du coup, ouais, la dernière... est-ce que en fait il est possible d'aller trop loin dans l'horreur? Est-ce qu'il y a même des œuvres qui ont déjà franchi des limites du bon horreur, on va dire? Vas-y, Marie, je te laisse la parole parce que je cause depuis tout à l'heure, moi. Par contre, pour là-dessus, dans la limite, Si. Est-ce qu'il y a des limites dans Est-ce que tu peux juste dans définir ce que tu veux dire par limite? Genre aller dans too much ou alors justement un petit Oui, peu juste. faire un effet flop parce que bon, écoute, ça fait 60 pages qu'on voit des membres voilà, dans tous les sens, ça oui, fait plus rien, quoi. Sous Oui, quel non. angle tu veux dire? Hum, parce que tu as le. Comment? Peut-être la première partie, rendre les choses tellement horribles que ça en devient, que l'horreur perd de son utilité dans l'œuvre, peut-être. Que Ah ce oui, soit dans la si, bah gratuité, tu ça. veux dire, c'est ça? Hein? Que ce soit dans la gratuité, que ce soit dans la surenchère, à tel point que ça rend beaucoup trop mal à l'aise les lecteurs et que peut-être ça peut repousser, c'est ça? Ça, il y en a forcément qui l'ont fait, oui. Oui, ça, il y Bah, en le a Marquis de Sade forcément. déjà. Ouais, c'est ce que j'allais dire déjà, lui. Mais après, c'est juste. Je pense que pour aller trop loin dans ça, c'est juste qu'il faut pas savoir faire de temps mort. Il faut pas. Bah, c'est comme tout, en fait. C'est toujours un équilibre et avec modération. C'est Après, il faut c'est voir comme tout. aussi ce que l'auteur veut faire. Oui, parce qu'après, il y a des gens qui peuvent bien aimer. Par exemple, quand on veut parler pareil, de ce qui est horreur, les comment encore pour parler des Japonais, les Japonais ils font des trucs très bizarres en horreur. Ouais. Ça peut être très violent, très gore, ça va très très loin. Eux, ils adorent. T'as des Européens qui peuvent voir ça et vont faire OK, bon, je vais arrêter au milieu parce que ça devient vraiment trop bizarre. Mais ça dépend en fait aussi de la culture. Et des trucs, par exemple, nous, on trouve que ça fait peur ou que c'est dérangeant. Tu mets dans une autre culture, ils vont faire non, ça va, c'est sympa. Ça dépend. Mais il y en a forcément, oui, qui sont allés trop loin. Il y en a toujours pour le faire. Pour essayer Bah, de le faire. après, c'est comme je disais, faut voir aussi ce que la personne veut faire. Il y en a, par exemple, bah, c'est peut-être simplement un exercice de style. Par exemple, tu as des livres qui existent. Ouais, j'ai écrit sans la lettre E, j'ai écrit sans la lettre N.
Enfin, C'est tu vois, c'est des tripes d'artistes. Faut pas Non, mais chercher, c'est vrai, c'est comme ça, ils s'amusent en fait. Et après, bah, c'est un truc qu'on voulait parler, Marie et moi, on l'a vite fait placer, mais on n'a pas vraiment abordé la question. C'est l'aspect de faire du too much, mais tu sais, plus dans le sens, il faut toujours faire plus, parce que tout le monde voit des trucs horrifiques partout. Genre, maintenant, tu as toujours un film où tu as quelqu'un qui se fait tirer dessus, alors qu'à une époque, ça se faisait moins. Ou alors, quand justement, tu avais une seule balle qui était tirée dans le film muet, ils en faisaient des caisses pour dire «Oh mon Dieu, il a tiré!» Et maintenant, non, tu vois des démons qui démembrent joyeusement, genre hop, 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 hop. Enfin, c'est suivant ce que tu veux faire, en fait. Parce que quand un artiste fait quelque chose qui contient des éléments horrifiques, entre guillemets, il faut voir ce qu'il veut en faire. Il faut voir quel est le but, pourquoi il fait ça. Et ça, il n'y a que lui qui peut le savoir. Moi, personnellement, je m'en tamponne le steak avec une pelle à couper le beurre de si j'en fais too much ou pas. Voire même ça m'amuse de voir si les gens sont en mode «Oh mon Dieu, mais t'as fait ça?» «Oui!» Non, non, c'est sérieux, Voilà, moi, je m'en tape, en fait, personnellement. Enfin, Par... je pense que je peux dire la même chose de mon côté quand je vois ce que je suis en train d'écrire actuellement. Mais par contre, ce qui m'intéresse, et là, je fais attention, c'est je veux que ça reste cohérent avec mon œuvre. Je veux pas que ce soit juste pour le fun. Par exemple, je n'ai pas écrit de scène de cul dans mes livres. Enfin, il y en a une qui est vite fait décrite, mais c'est pas une scène de cul, c'est plus voilà pillage et les joies de voilà. Marie pourra en parler avec les Amérindiens, les Vikings et tout ça, et les Espagnols et compagnie. Ouais, on va dire Euh, que moi, c'est plutôt l'inverse. ouais. Non, mais tu sais, dans la mythologie et dans l'histoire de ces peuplades-là, c'était très fréquent, tu vois. C'était même, ça faisait partie du Ouais. folklore, quoi. Ouais, Ouais. t'en as fait combien aujourd'hui? Oh, 14, c'était une journée calme, voilà. Euh, Ouais. Je mais, vois très bien. mais par contre, oui, il faut que ce soit cohérent. Moi, par exemple, je vais pas, je veux que chaque élément euh, costaud ait un impact, mais pas qu'il soit sorti de nulle part sans aucune raison. Je veux que ça serve l'intrigue. Je veux que ça soit logique avec le personnage. Je veux que si par exemple c'est un truc qui débarque de nulle part, genre ah ben ils sont là, ils boivent le thé tranquillement. Soudain un boulet de canon, eh ben mais il faut que j'explique pourquoi le boulet de canon il débarque. Tu vois, c'est pas juste gratuit. Donc j'essaye vraiment de plonger là-dedans et d'être cohérent avec mon propre univers, avec l'ambiance que je crée et avec pourquoi l'acte a été fait. D'accord. Par exemple, quand tu prends les premiers films de Hitchcock, tu sais pas forcément pourquoi les piafs sont méchants. Tu sais pas pourquoi le tueur en série, il est forcément un tueur en série. Techniquement, c'est gratuit, mais l'œuvre est faite de façon suffisamment excellente, pour le coup, Mm. que tu regardes ça et tu admires juste le spectacle et tu n'es pas sorti de l'œuvre en mode «Oh, mais c'est débile ça, pourquoi il tue quelqu'un?» Enfin voilà, on lui a piqué son goûter quand il était petit. Non, on s'en fout. C'est juste l'histoire, c'est de voir la survie et comment et machin et pourquoi. Enfin, Imagine, t'auras des millions de piafs qui te sautent dessus et qui te picorent. Enfin, tu comprends où je veux en venir? Oui, je vois très bien. Ouais, des fois, il n'y a pas besoin d'explication pour que ce soit cohérent. C'est comme tout ce que je dis, c'est... Des fois, il faut expliquer, d'autres fois, il n'y a pas besoin. Oui, et Et il des fois, faut. pas expliquer, c'est bien aussi pour laisser un peu de mystère. Et bah, pour ce qui est de l'horreur, par exemple, sans expliquer. Si tu n'expliques pas un truc, Des fois, ça peut ça, être un atout. ouais, ça amplifie un peu le truc et c'est mieux. Parce que des fois, t'as des gens, bah, Enfin, voilà, notamment c'est de dans. l'équilibre. L'équilibrage qui n'est pas facile à faire des fois. Et des fois, tu as des révélations bah, qui sont décevantes, en fait. Par exemple, il y a pas mal de séries que des gens n'ont pas trop aimé la fin. Je sais que, Ouais. par exemple, la série Dexter, la fin a frustré beaucoup de gens. Euh, Enfin, voilà, il- tu, enfin, en anglais, on appelle ça un craft. Enfin, c'est un travail, c'est un projet, c'est du talent, c'est une œuvre que tu dois babysitter jusqu'à ce qu'elle arrive à maturité. Mais ce que tous les auteurs se mettent d'accord là-dessus, c'est qu'il faut être cohérent avec ce que tu es en train de faire et de créer. Et personnellement, moi, l'aspect too much, pour revenir à ton fil rouge de question initiale, moi, je m'en bats le steak parce que ça s'appelle les royaumes démoniaques. T'attends à quoi?
La petite balade Je dans vois le pays l'idée. des bisounours. Oui. Enfin, moi, je dis ça, mais... Dans ton cadre, ça va être difficile d'en faire Mm. trop, d'aller vraiment dans un excès inutile. Bah, disons que si j'en fais trop, c'est justifié, c'est marqué dessus. Enfin, je veux dire, c'est. Après, oui, c'est une blague, hein, c'est facile de répondre à ça. Mais c'est vrai que moi, bah, justement, je me base un peu sur le côté too much, en fait. Je joue avec ça. Mais après, il y a des œuvres, en effet, où, voilà, tu vas. Imagine, tu regardes une série, Les Feux de l'amour et machin et tout ça. Et puis tout d'un coup, t'as Mathilde qui poignarde Robert d'un coup, comme ça, et. Enfin, ça va choquer les gens, quoi. J'ai pas signé pour ça. Il faut que, voilà, que ce soit quelque chose qui soit bien amené, qui soit bien construit, que tu dois faire en sorte que quand toi-même tu lis ça, alors que t'es pas forcément la meilleure personne, hein. En général, c'est mieux un bêta lecteur ou même le public Oui. directement quand il achète. Il faut que toi-même, déjà, tu sois convaincu de ce que tu fais. Et personnellement, moi, quand je fais des scènes un peu gore, un peu violentes, un peu machin, bah, je me dis, ouais, elle est cool. Voilà. C'est tout ce qui m'intéresse. Non, mais c'est vrai, faut pas se forcer non plus. Si on se force, c'est sûr que ça va sonner faux au final. Donc, Oui. Et aussi, après, ça, c'est parce qu'on fait aussi dans des registres spécifiques, Marie et moi-même, c'est que nous, on fait, entre guillemets, des vrais trucs dark et violents. C'est pas pour manquer de respect aux autres auteurs, hein, chacun son style, chacun son machin. Mais c'est vrai Oui. qu'aujourd'hui, tu as énormément d'auteurs, tu as énormément de livres, d'œuvres, etc. qui sont là, oui, c'est un truc fantastique, machin, c'est un peu sombre, et puis voilà, il y a de la magie et des épées. Mais t'as 3 fois du sang qui apparaît dans ton livre, quoi. Enfin, encore une fois, hein, si c'est cohérent, c'est très bien. Mais il manque quelque chose. Quand tu tapes avec quelqu'un sur une épée, c'est pas comme si tu te coupes le pouce avec une feuille. En fait, l'épée, c'est même pas. Enfin, quand tu te manges un coup d'épée bâtarde sur le front, enfin, ton crâne, il est. Voilà, quoi. Tu meurs sur le coup quasiment. Même si t'as un casque ou une armure ou quoi que ce soit, si on te la plante dans les stocks, t'es mort. Enfin, Mm. ça va prendre peut-être 5 minutes, mais t'es mort. C'est- Donc voilà, nous, c'est vrai qu'on est plus dans une approche plus crue. Ouais, Si je je peux me vois. permettre de parler à la place de Marie. Non, c'est un très bon résumé, parce que oui, c'est pareil. J'y vais pas dans la demi-mesure non plus, et puis bah, je vais pas non plus m'empêcher de faire des trucs, quoi. Absolument aucun lien avec l'univers. C'est comme ça, Et si être j'ai un, décidé comme ça. et être un petit peu réaliste, entre guillemets, même si c'est mal placé vu le monde imaginaire, mais tu vois, comme je dis, Bah, un peu quand même. oui, Sinon, voilà, si tu te manges un coup de hache, t'as des côtes qui volent, quoi, au moins. Voilà. Ouais. Mais après, si par exemple, comme je peux avoir, t'es possédé par un démon, t'as les côtes qui volent, mais ça va, tu peux quand même bien le vivre. Un peu moins après, mais sur le coup, tu peux te dire, Oui, qu'est-ce que tu fous? Et puis on prend de la hache et rendre le coup 2 fois plus fort, et ensuite, en fonction de l'univers, soit y passer, soit continuer ta route tranquille, les tripes à l'air. oui, mais ça, encore une fois, c'est le travail de l'auteur de créer des règles. Genre, ben oui, mais là, il est possédé, enfin, tout ça. Genre, je reprends Berserk que j'ai mis dans les images. À un moment, le personnage, bah, il a son espèce de grosse armure. Et Ouais. cette armure, c'est pratiquement pour moi l'un des meilleurs objets magiques jamais créés dans les univers imaginaires. C'est qu'en fait, l'armure, elle recrée le corps à l'intérieur quand il se mange des coups et des machins. C'est-à-dire qu'elle va ressouder les os, elle va couper les connexions nerveuses pour qu'ils ne ressentent pas la douleur, etc. Et c'est l'armure du berserker. Et en fait, l'armure du berserker va commencer à posséder son utilisateur. Et bah, le mec, en fait, techniquement, il va jamais mourir, sauf bah, qu'il va mourir avec le temps parce qu'il aura plus de sang. Et ça, D'accord. ça c'est classe. Enfin, c'est complètement what the fuck et enfin, on est d'accord que c'est irréaliste, mais c'est cohérent. D'accord. Oui, je vois. Bon, bah, du coup, la conférence arrive à son terme. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire ou pas spécialement? Non, Ouais, parce que moi, pas spécialement. Non. Ok, ça marche. Ben moi Bon, bah, oui, oui, vas-y. c'est que bah moi je vais bientôt passer dans mon stand dans bah, une petite Ouais, demi-heure. Je vais juste aller me remettre dans ma petite bulle autistique quelques minutes histoire de me rassembler. ouais.
Et puis bah voilà, donc si vous voulez venir papoter avec moi, ce sera avec grand plaisir. J'aurais Et bien aimé, mais plus que d'autres conférences. ouais, pas de souci. Mais donc voilà, si vous voulez venir continuer la papote, découvrir, discuter, ou juste faire des bisous ou m'insulter, c'est avec grand plaisir. Moi, c'est pareil, mais c'est à 18h. Ça marche. Donc, Ah bah, allez les voir à leur stand. De toute Et façon, le programme est dans le... je serai interviewé par Z aux alentours de 20h aussi, mais ça c'est sur sa chaîne Twitch. ça, pareil aussi, Ok. aux alentours de 20h. Ah mais t'es après moi, je crois. Mais oui, on se suit comme Ouais. ça. Ah, en amoureux. C'est ça. Si, il faut que je troll, parce que j'ai dit que je la trollerais. Marie, elle écrit pas des livres, elle écrit des gruyères. Mais ça, elle vous expliquera peut-être plus tard pourquoi. C'est pas le tome 1, le tome 2, c'est la tome 1, la tome 2. Bon. Du coup, ben, vous aurez toutes les informations sur le programme dans le channel programme de Virtual Livre pour aller sur le stand de Christopher Evrard et Elfidil. Donc merci à vous deux. Pour cette conférence. C'était très bien. Merci à toi, Taiki, merci au public. Et bah, franchement, moi je flippais ma race, je me disais, il y aurait personne, machin. Mais en fait, non, il y avait plein de monde et c'était très agréable. C'est la première fois que je faisais ça et bah, je pense que c'était chouette, j'ai pas trop mal géré et voilà, grand plaisir, on refera ça. Et encore merci aux gens qui sont venus nous écouter. Merci à vous. On espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, je trouve ça sympa à faire aussi. Donc, la prochaine conférence aura lieu de 16h à 17h30. Appel à texte, les coulisses d'une anthologie de nouvelles avec Xavier Watillon. Je crois qu'il est ici d'ailleurs. Effectivement, il est ici. Donc, on se retrouve à ce moment-là.